Bonjour à tous et un grand merci à vous d'être présents pour cette troisième édition du Power 365. À ceux qui sont en présentiel aussi bien qu'à ceux qui sont en ligne. Un grand merci donc à nos sponsors et à Sébastien Covenant qui va nous présenter aujourd'hui sur cette session la plateforme de données unifiée avec Azure Synapse Analytics et Power BI. Mais avant toute chose, je vais envoyer la diffusion d'un de nos sponsors et je vous retrouve tout de suite après. Merci. La fonction contrôle de gestion. Ensuite, la formation aux outils de business intelligence, notamment Power BI. Enfin, la mise en place d'outils de pilotage sur Power BI, un outil de Microsoft de business intelligence. Les atouts de KPI, c'est tout d'abord l'IP sur l'outil Power BI. J'ai l'honneur de faire partie des 11 MVP français sur la Data Platform. C'est aussi une équipe restreinte, connectée, toujours dans la bonne humeur, avec une vision 360 du métier. Enfin, et surtout, nous sommes en lien avec les opérationnels dans l'entreprise au quotidien. Je laisse donc la parole à Sébastien. Merci beaucoup pour ta présence, Sébastien. Et je te laisse prendre la suite. Une bonne session à tous. Voilà, bonjour à tous. Je suis. Excusez-nous pour les petits larcènes. Essayez de réduire le son. C'est bon? Ok. Vas-y. Donc, bonjour à tous. Je suis Sébastien Cobenant. Je travaille chez Exactis Nelite. Je vois Joël qui est là, avec qui je bosse souvent. Et moi, je suis à Lyon, donc je suis consultant Data et BI et j'accompagne certains de mes clients sur des architectures Azure Data et puis un tout petit peu de Power BI. Voilà, et donc, bon, ça, je vais passer dessus. Et donc, la session aujourd'hui, c'est de vous présenter des plateformes de données unifiées avec Azure Synapse Analytics et Power BI. Et donc, ici, alors, l'idée, c'est pas de vous montrer comment travailler avec Azure Synapse, mais c'est de montrer que avec Azure Synapse seulement, enfin avec Power BI éventuellement, évidemment, pardon, je peux créer toute une plateforme de données depuis la collecte, le stockage, la préparation, donc la transformation, jusqu'à la visualisation en n'utilisant qu'un seul outil qui est Azure Synapse Analytics. Et puis, bien sûr, Power BI parce que, bon, voilà, c'est ce qu'on va utiliser pour la visualisation. Mais je peux toujours rester dans l'environnement du travail Synapse et travailler aussi avec Power BI, en fait. Donc, avec un seul outil, je vais arriver à faire tout ça. Et donc là, je vais vous présenter une architecture BI classique sur Azure. Avant l'introduction de Azure Synapse Analytics, comment est-ce qu'on travaillait sur des architectures BI avec Azure. Et donc, voilà, c'est une architecture classique qu'on trouve chez Microsoft. Donc, j'ai des données en entrée. J'ai Azure Data Factory, qui est un ETL. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est un ETL un peu comme Talend, comme SSIS, comme Informatica. Donc, il va me permettre de collecter, de transformer des données. Et donc, généralement, voilà, on va utiliser Data Factory en entrée pour faire tout ce qui est ingestion. Donc, collecte de données, on va stocker dans un Data Lake sur Azure. Et après, pour tout ce qui est préparation, transformation, là aussi, on va utiliser du Data Factory, mais on peut aussi utiliser du Databricks, je ne sais pas, peut-être pour des data scientists, pour des gens qui veulent faire du machine learning, ce genre de choses. Et puis, si je suis dans une logique où je veux construire un entrepôt de données, peut-être je vais utiliser une base SQL, type Azure SQL, mais ça peut être un autre type de base de données. Hein. Et puis, bien sûr, en sortie, je vais avoir Power BI pour exposer toutes ces données à mes utilisateurs finaux. Donc, ça, c'est une architecture BI classique. Bien sûr, on peut ajouter d'autres services en fonction de nos besoins, comme des cognitive services, etc., etc. Et le socle de tout ça, on va pouvoir
mettre des VNet, utiliser des key vault pour tout ce qui est secret, donc tout ce qui est mot de passe. On va pouvoir stocker ça dans du key vault, par exemple. On va pouvoir utiliser du Azure Active Directory pour tout ce qui est authentification, etc. Du DevOps pour ceux qui font du Git, du Purview pour faire de la gouvernance de données et tout. Donc, ça va être un peu le socle de notre plateforme. Et sur ce socle, on va bâtir cette architecture. Et là, maintenant, je vais vous présenter une architecture BI avec Azure Synapse Analytics. C'est à peu près la même chose, à ceci près que là où je vais avoir des services comme du Data Factory. Donc, ici, je suis vraiment obligé d'utiliser plusieurs services à la fois, en fait. Et ici, je vais pouvoir uniquement utiliser un ou deux services. Donc, le data lake, je ne vais pas pouvoir m'en passer pour stocker mes données, mais pour tout ce qui est la collecte, la transformation, la préparation, je vais pouvoir uniquement utiliser Azure Synapse Analytics pour le faire, puis bien sûr, utiliser Power BI pour consommer mes données après. Et on va bien sûr avoir le même socle. Et donc, vous demandiez c'est quoi Azure Synapse Analytics. Peut-être pour certains, vous avez déjà manipulé. Pour d'autres, vous ne connaissez pas forcément. Qu'est-ce que c'est? Du coup, ça, ce sont des slides que j'ai piqués à Joël. Bon, voilà, Azure Synapse Analytics, c'est vraiment une plateforme de données conçue pour que vous puissiez tout faire, toute votre data platform, vous puissiez tout construire à l'aide d'Azure Synapse Analytics. Et donc, en entrée, bien sûr, vous avez des données qui peuvent venir de n'importe où. Et généralement, c'est le fondement de tout, c'est Azure Data Lake Storage Gen 2. Donc, un data lake, on va stocker les données brutes. Et après, au-dessus, on va avoir cette couche-là qui représente les... en français, c'est quoi? Enfin, en anglais, les compute, donc pour calculer, voilà, les moteurs de calcul disponibles dans Azure Synapse Analytics. On a du SQL pour ceux qui sont à l'aise avec le SQL. On a du Apache Spark pour ceux qui font du Python, du Scala, qui veulent faire du machine learning et tout. Ils vont pouvoir utiliser ce moteur-là à l'intérieur de Synapse pour faire ce genre de traitement. On a du Data Explorer, qui est en train d'arriver et tout, donc qui va permettre d'exploiter des données en temps réel. Donc, c'est vraiment une plateforme qui a été pensée pour permettre de pouvoir gérer tous les cas d'usage qu'on peut rencontrer en entreprise, en fait, sur des données. Et au-dessus, on a le studio Synapse, donc qui est une interface qui va nous permettre de pouvoir travailler, en fait. Donc, si vous avez l'habitude de travailler sur du SQL Server, vous utilisez, je ne sais pas, du SQL Server Management Studio ou bien du Azure Data Studio. En fait, vous pouvez faire la même chose dans le studio Synapse. Tout à l'heure, je vais vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble. Et donc, ce sont les moteurs de calcul que je vais trouver dans Azure Synapse Analytics. Donc, il y a le Serverless SQL Pool. Donc, c'est un moteur SQL, seulement que mes données ne sont pas stockées dans une base SQL comme c'est le cas, peut être le cas dans SQL Server ou bien dans Azure SQL. Mes données restent dans mon data lake, donc comme des fichiers CSV, Parquet. Bon, vous décidez, mais généralement, on va travailler en Parquet. Et je vais pouvoir au-dessus requêter ces données-là en utilisant du code SQL directement. Je vais pouvoir même créer ce que Microsoft va appeler des lake databases. Donc, c'est une base de données qui est logique et donc qui va faire le lien entre mes tables SQL, donc qu'on va appeler des tables externes, et mes fichiers qui restent stockés dans mon data lake, en fait. Donc, ça permet d'avoir une organisation un peu logique d'une base de données qui n'existe pas en réalité, mais qui est basée uniquement sur du stockage parqué dans un data lake. On a le moteur Spark, comme j'avais dit, pour ceux qui veulent faire du machine learning et tout, ils vont pouvoir l'utiliser. Moi, ce n'est pas mon cas, j'en fais pas du tout. On a le moteur SQL Pool, qui est pas mal. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, en fait, pourquoi utiliser
du Synapse plutôt que du SQL classique. Tout à l'heure, je vais répondre à la question. Mais ce moteur va pas simuler. C'est une base SQL qui est basée sur le même moteur que SQL Server. Donc, Synapse, ça fait partie de la grande famille SQL Server, en fait. Donc, c'est le même langage Transact SQL que je vais pouvoir utiliser. Et je vais avoir une base de données, mais que je vais pouvoir démarrer ou bien arrêter en fonction de mes besoins, en fait. Et là, je vais l'utiliser dans des cas où j'ai besoin vraiment d'une grande puissance de calcul que dans certains cas, le serverless ne va pas pouvoir m'offrir, ou bien lorsque je vais vouloir construire un data warehouse, un entrepôt de données physiques, comme j'ai l'habitude de faire on-prem, dans des bases Oracle, dans des bases SQL Server. Dans ce cas, je vais utiliser le dedicated SQL Pool et le Data Explorer, comme j'expliquais tout à l'heure, qui va me permettre de gérer des plateformes, des scénarios de données en temps réel. Oui, bon, c'était ça. Voilà. Et donc, la question, pourquoi utiliser du Synapse plutôt que du SQL classique? Le SQL classique, c'est pas quelque chose que je peux démarrer et arrêter, en fait. Une fois que j'ai créé, le stockage n'est pas découplé de l'exploitation du requêtage, en fait, du calcul. Du coup, c'est pas quelque chose que je vais pouvoir arrêter. Dans Synapse, on va avoir le stockage, mais qui est décorrélé du calcul, en fait. Et du coup, le stockage, quand mes données sont stockées dedans, bon, elles sont stockées dedans. Par contre, le calcul, peut-être que moi, je travaille, je sais pas moi, de 8 à 16, et en dehors de ces heures-là, je vais pouvoir arrêter le moteur de calcul, en fait. Donc, je vais pas payer pour un moteur qui est en train de tourner comme ça peut être le cas dans des bases de données classiques, en fait. Et pour vous décrire un peu, alors, c'est des détails vraiment techniques, mais dans le dedicated SQL Pool, on va avoir ce qu'on appelle un control node, donc qui est un peu l'orchestrateur. Et je vais avoir aussi des compute nodes, donc des nœuds de calcul. Il y en a 60. Et donc, comment est-ce que je peux bénéficier de la puissance de Synapse? C'est parce que, en fait, quand je vais envoyer mes requêtes, ça va, dans la mesure du possible, essayer de distribuer mes requêtes sur les 60 nœuds de calcul, en fait, ce qui fait que je peux faire des calculs en parallèle. Donc, ce qui me permet d'avoir plus de puissance, plus de rapidité, en fait, dans l'exécution des requêtes. Voilà. Et donc, je vous propose une petite démo sur le portail Azure. Alors, il faut que je ferme ça. Et du coup, si vous avez déjà travaillé un peu avec Azure, vous allez avoir un ressource group et dans votre ressource group, vous allez avoir des ressources. Donc, Synapse n'est rien d'autre qu'une ressource sur Azure. Et je crois que c'est dans ce ressource group que j'ai créé plusieurs services. Donc, ici, un storage account dans lequel je vais avoir mon data lake et ici, mon Synapse. Alors, si vous n'en avez jamais créé, en fait, tout simplement, il faut aller sur la place de marché Azure, vous tapez Synapse, donc vous avez Azure Synapse Analytics. Et comme ça, vous pouvez créer votre service ici. Il va vous demander des informations à fournir pour pouvoir créer votre workspace Synapse. Voilà, ainsi de suite, le nom, là où vous voulez l'héberger et tout. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout du processus. Et une fois que vous avez créé votre ressource, vous pouvez, bien sûr, accéder à votre ressource. Et dedans, je vais avoir ici le studio. Donc, en cliquant ici, ça va m'ouvrir le studio où je vais pouvoir travailler, en fait. Et donc, je l'ai déjà ouvert ici, mais voilà. Et j'ai parlé des pools SQL. Par défaut, il n'y en a pas de créer, en fait. Le serverless, quand vous créez un pool, un workspace Synapse, par défaut, vous avez le serverless, un moteur de calcul serverless. Donc, vous faites du SQL sur des fichiers stockés dans mon data lake. Par contre, le SQL Pool, il n'y en a pas de créer. Par défaut, c'est à vous de créer. Moi, je crois que j'en ai créé un ici, que j'ai appelé SQL Pool 001, que je peux arrêter. Vous voyez, là,
il est en train de tourner, mais je peux mettre en pause. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que j'en ai besoin pour ma démo. Voilà. Et donc, quand vous arrivez dans le studio, ça ressemble à ça. Et donc, il y a tout ce qui est ingestion, tout ce qui est exploration des données. Je peux visualiser mes données avec Power BI à l'intérieur de ce studio. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc, ici, je vais avoir mes bases de données. Bon, je vais vous fermer ça d'abord pour le moment. Ici, je vais avoir mes bases de données. Donc, bon, les Lake Database, donc, sont des bases de données en fait, qui sont logiques, mais qui vont pouvoir derrière vous permettre de requêter des fichiers qui sont dans votre data lake. Ici, je vais avoir mes pools SQL. Et ici, c'est l'interface où je vais pouvoir développer. Par exemple, je peux créer des scripts SQL ici. Et donc, vous voyez, c'est comme dans SQL Server, j'ai la base de données master par défaut que je vais pouvoir utiliser. On va y revenir. Ici, je vais avoir des pipelines. Et les pipelines, c'est toutes les fonctionnalités que vous avez dans Data Factory, donc l'ETL Azure. Donc, vous avez les mêmes fonctionnalités ici. Vous allez pouvoir créer des pipelines pour copier des données d'un endroit vers l'autre, pour transformer des données. Ici, c'est tout ce qui est monitoring. Voilà, si vous avez lancé des pipelines, il y en a qui ont réussi, d'autres qui ont échoué. Vous allez avoir ces informations ici, vous allez pouvoir contrôler. Donc, si vous avez des triggers et tout, donc qui déclenchent automatiquement vos pipelines et tout, vous allez pouvoir administrer tout ça ici. Vos pools qui tournent, vous allez pouvoir ici décider de les démarrer ou bien de les arrêter à l'intérieur. Donc, là aussi, la partie Spark, le Data Explorer qui est en preview, mais qui va arriver bientôt. Et puis là, bon, on peut venir ici pour tout ce qui est sécurité. Alors, par exemple, si vous voulez, donc dans Access Control, si vous voulez ajouter des utilisateurs et tout, vous pouvez gérer tout ça ici. Bon, là, je vais passer à la partie démo à proprement parler. Alors, du coup, si je reviens en arrière, ici, j'ai mon Data Lake. Et dans ce Data Lake, j'ai un conteneur que j'ai appelé Data. Et dedans, bon, ce sont des répertoires où je vais avoir des fichiers. Et mon cas d'usage, en fait, ici, oui, mon cas d'usage, si j'entre dedans, ce sont des données OData, donc la base de données, l'une des bases de données Microsoft Northwind, que la plupart des gens doivent connaître, je pense. Voilà, donc c'est la même base de données. Et du coup, l'idée, c'est de récupérer des données qui sont sur OData quelque part, de les copier d'abord. Donc, ma destination ici, c'est mon data lake au format Parquet. Et une fois que j'ai copié ces tables, c'est de pouvoir éventuellement les transformer et venir les stocker ici dans ma base SQL Pool 001. C'est ça mon cas d'usage. C'est très simple, très basique. Et après, de construire du Power BI dessus. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Donc, vous avez ici mes fichiers, une fois que je les ai chargés depuis OData. Mais là, je vais vous montrer rapidement comment créer un pipeline sur un cas, mais pour la plupart des tâches, j'ai déjà fait ce travail-là. Donc, ici, il faut que je crée un pipeline. Et c'est très simple, je peux l'appeler comme je veux. Et là, par défaut, ça peut pipeline 1, mais ce n'est pas grave. Et ici, je vais avoir des composants, plusieurs composants, comme dans n'importe quel outil ETL, je vais avoir des composants que je vais pouvoir utiliser. Et donc, le copy data va me permettre de copier des données d'un endroit vers l'autre. Et donc, une fois là, il faut que je lui indique la source de mes données, en fait. Donc, ici, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, si vous cliquez ici, vous voyez tous les connecteurs que vous pouvez utiliser. Donc, un peu comme dans Power BI, donc, il faut utiliser le bon connecteur. Ça peut être sur du Amazon S3, du Blob Storage. Et dans ce cas, moi, j'ai utilisé du OData. Et une fois que vous l'avez, en fait,
faut lui donner ici la chaîne de connexion, les informations, tout ça, j'ai déjà créé, donc je ne vais pas revenir dessus. Et ici, et donc, j'ai déjà créé un dataset ici, et ben non, je ne vais pas utiliser celui-ci, parce que ça va un peu m'embêter. Oui, je vais en créer un autre, donc, au data. Et donc, je vais utiliser les informations de connexion que j'ai déjà créées. Et derrière, voilà, je vais ici et j'ai créé mon dataset. Et derrière, non, je vais faire autrement. Je vais faire automatiquement. Comme ça, je n'aurai pas à lui dire le nom de la table que je veux, moi, créer, en fait. Et, dedans, vous avez ici, si vous faites, c'est la même chose, hein, seulement que il vous permet de le faire automatiquement. Ce n'est pas à vous d'aller prendre le composant pour le déposer, configurer. Vous pouvez le faire automatiquement ici. Et donc, ici, il va me demander quelle source de données je vais utiliser. Et donc, là, comme tout à l'heure, j'ai dit OData. La connexion à utiliser, c'est ce que j'ai déjà créé, que je vous ai montré. Une fois que c'est bon, non. Là, il va me présenter toutes les tables qu'il a pu lister sur ma source de données OData. Et donc, c'est comme une base SQL. Finalement, j'ai toutes les tables dedans, à moi de choisir les tables que je veux. Et pour une raison que j'ignore, je décide que je vais charger cette table. Et donc là, vous voyez, je peux faire un preview ici. Je peux voir les données qui sont dedans. Et là, je fais ça. Il va me demander la destination pour ces données-là, ici. Et donc, il va me demander un dataset qui va me permettre d'indiquer la destination. Et donc, je lui dis que c'est dans du data lake. Si on se souvient, c'est ici que je venais stocker ces données-là. Et donc, je lui indique le data lake. Alors, là aussi, il faut créer une connexion dans mon outil vers mon data lake. Et j'en ai une de déjà créée que je vais utiliser. Et donc là, il va me demander, OK, dans mon data lake, dans quel répertoire est-ce que je veux charger ma table? Et là, je lui dis que, en fait, il doit aller à cet endroit-là. Donc, quand j'arrive dans mon data lake ici, mon container, il s'appelle data. Et à l'intérieur, je vais avoir ces répertoires-là. Et donc, je vais dans data, je vais stocker dans bronze. Et là, je lui dis OK. Donc, maintenant, il sait que c'est à cet endroit qu'il doit stocker. Alors, mon fichier, alors j'ai oublié le nom de la table, mais c'est pas grave, je crois que c'est des produits 97, je ne me souviens plus. Et donc, je vais mettre ça. Product, non, product underscore 1997. Et il faut que je lui indique l'extension du format auquel je veux charger le fichier. Et donc là, dans mon cas, c'est un parquet. Ça aurait pu être du CSV. Ça marche aussi. Et donc là, maintenant, il a tout ça. Bon, je vais passer dessus. Voilà, vous voyez ici, il a compris que c'est du parquet que je lui ai indiqué. Mais voilà, je peux changer le type ici. Et là, il met un nom que je peux modifier, mais bon, je vais laisser comme ça. Il me fait tout ça. Et là, il me dit c'est prêt, il va exécuter. Et donc, si tout se passe bien, je vais avoir un nouveau fichier ici qui s'appelle product 97. Voilà, normalement, il l'a fait. Donc, si je rafraîchis, non, je crois qu'il n'a pas exécuté. Et dans ce cas, il faut que je l'exécute, moi. S'il veut bien démarrer. OK, il me dit que c'est bon. Voilà, et donc j'ai mon fichier Paris ici, Product 97. Donc, voilà. Ça marche plutôt pas mal. Du coup, je ne vais pas
garder ça. Voilà. Et c'est de la même façon, je peux créer d'autres pipelines. Donc, pour copier, donc ici, si on se souvient, j'ai un fichier qui s'appelle Customers ici. Et donc, ce sont mes clients. Maintenant que mes données sont dans mon data lake, parce que derrière, ça va me permettre de pouvoir historiser et tout. Bon, ici, j'ai pas traité ces cas ici pour pouvoir organiser dans des répertoires par jour. Par exemple, si vous avez un ETL qui s'exécute tous les jours dans votre data lake, une bonne façon souvent d'organiser vos données, c'est d'avoir un répertoire par jour, en fait, ce qui fait que vous pouvez historiser vos données qui arrivent tous les jours. En fait, ici, j'ai pris à la racine, j'ai mis bronze, mais j'aurais pu mettre la date du jour, enfin l'année, le mois, le jour, etc. Oui, ok. Ok. Ben, j'ai avancé. Et donc, de la même façon, ici, en fait, ma source de données, c'est mon fichier parquet maintenant. Puisque je suis dans mon data lake, je vais aller dans ma base SQL. C'est ce que j'ai fait. Et donc, ici, la destination va être une table SQL et tout. Et donc, j'ai un pipeline qui appelle tous les autres pipelines là. Donc, ici, je charge les clients, il a les produits et les commandes. Et ici, en fait, je vais avoir ce qu'on appelle un data flow. Et le data flow va me permettre de faire des transformations, essayer de, je sais pas, préparer mes données pour que ce soit au format attendu par ma base SQL. Et quand j'exécute le tout, ici, dans ma base de données, finalement, je vais avoir ça. Et donc, vous voyez, je vais avoir ici toutes mes tables. Donc, j'ai 3 tables. Product, Orders, Customers, donc que j'ai pu exécuter et tout. Bon, je ne vais pas vous faire ça parce que je n'ai pas assez de temps. Donc, ça, c'est quand vous travaillez en pool SQL, dedicated, donc que vous allez démarrer et arrêter. Mais à côté, vous pouvez aussi, mon data lake, je ne suis pas obligé ici d'aller là, en fait, pour le voir. Je peux ici le regarder directement. Donc, dans la partie data, vous voyez, linked, je retrouve mon data lake que j'ai créé là. Et donc, dedans, je vais retrouver mes fichiers que j'ai chargés. Donc, c'est pour ça que je vous parle de plateforme de données unifiée parce que dans le même studio, je peux tout avoir à la fois, en fait. Je ne suis pas obligé de passer d'un outil à l'autre. Et donc, là, vous voyez, j'ai les mêmes fichiers. Et le fichier qu'on a chargé ensemble tout à l'heure, je vais essayer. C'est un fichier, hein, on est d'accord. Ce n'est pas c'est pas une table SQL. Mais derrière, je vais essayer de vous requêter ce fichier-là en utilisant le serverless, donc le pool par défaut, et je vais pouvoir vous exécuter ça, requêter ce fichier-là en utilisant du SQL, en fait, s'il veut bien marcher. Voilà. Et donc, comme ça, vous avez des fichiers CSV parqués, mais vous pouvez requêter en SQL, vous pouvez créer des vues dessus, des procédures stockées, vous pouvez même créer une base de données logique pour ça, en fait, etc., etc. Et donc, la dernière partie, c'est Power BI. Comment est-ce que finalement, j'intègre Power BI dans tout ça? Et je crois que c'est là, si je ne me trompe pas. Si je fais dans Develop, oui, je pense. Et là, vous voyez, il y a Power BI Report. Je peux créer ici. Alors, j'ai déjà connecté à un workspace et tout. Je crois que c'est... Je ne sais plus où c'est. Connect tout. Il y a beaucoup de choses dans le studio, du coup, souvent je me rappelle, c'est sûr que c'est pas là. Oui, il faut que je vienne là. Ici, oui, link service, c'est ça. Et donc ici, c'est là que je crée des liens vers d'autres services externes, en fait. Et donc, tous les services que je crée, tous les liens que je crée, je vais les trouver ici. Et donc, ici, je peux venir et puis créer, en fait, un lien vers du Power BI, par exemple. Vous voyez, et donc, il va me dire dans quelle tenante est-ce que... et donc, nous, on a un tenant de... C'est dans Magellan. Oui, ici, on a un workspace Power BI de dev ici. Et donc, je vais pouvoir créer ce workspace-là. Et du coup, une fois que je l'ai créé, je peux venir dedans. Je peux venir ici
dans Develop et je vais lui demander en fait de me créer un rapport Power BI. Et en ce moment-là, bah, je peux avoir mes datasets qui existent déjà dedans ou pas. Et derrière, en fait, ce que je peux aussi faire, c'est de lui demander de me créer un dataset à partir de ma base de données qui est ici, en fait, de ma base de données qui est ici. Je peux créer un dataset dedans, en fait. Et là, je ne me souviens plus exactement où est-ce que je vais pour créer mes datasets. Si quelqu'un sait. Le studio a beaucoup de choses, donc je pense pas que ce soit là. Là, je peux créer un report. Et, là où j'étais, ici. Ici, ouais, c'est ça. C'est ça, effectivement, tous les workspaces que j'ai créés, je les ai ici. Et donc, une fois que je les ai, bah, je peux voir tous les datasets qui sont dans mon workspace, en fait. Mais je peux lui demander de me créer un nouveau dataset, en fait. Et donc, en ce moment, je clique ici. Et donc, là, il va me faire ça. Et donc, ma base SQL qui est ici, il arrive à détecter ça. Et là, il me demande de télécharger. Et une fois que j'ai téléchargé, je peux ouvrir, bien sûr, dans Power BI Desktop. Et après, je vais publier dans mon workspace. Et à partir de ce moment, je vais retrouver ce dataset ici que je vais pouvoir utiliser pour créer des rapports, par exemple. Ici, ce sont des datasets qui existent déjà. Mon Power BI n'est pas encore ouvert. Voici. Là, normalement, il doit me montrer la fenêtre pour choisir et la base de données. Donc là, je suis sur la base de données et là, il va me présenter mes 3 tables qu'il y a dans ma base de données. Et donc, je peux choisir, voilà, bon, c'est Power BI, c'est classique. Je pense que tout le monde connaît. Et donc, je peux décider de charger ou transformer mes données. Là, je vais les charger. Voilà, je suis en mode import ici. Après, soit vous faites comme ça, ou bon, dans la vraie vie, moi, je ne fais pas ça. Je vais plutôt lancer Power BI d'abord et aller donner ma chaîne de connexion. Dans ce cas, si vous voulez retrouver la chaîne de connexion, en fait, c'est ici qu'il faut aller. Donc, sur votre service Synapse, vous avez ici, alors, si vous utilisez le Dedicated SQL, donc comme c'est le cas ici, c'est ça que vous devez utiliser. Si vous êtes en mode serverless, c'est ça qu'il faut utiliser. Donc, il y a 2 chaînes de connexion en fonction du moteur que vous utilisez, en fait. Et donc, là, je vais revenir dans Power BI. Alors, j'ai mes 3 tables. Maintenant, je vais publier tout ça. Alors, il va me demander d'enregistrer. Et donc, je vais appeler ça Power 365. Comme ça, je vais retrouver facilement. Vous voyez, et là, tous les workspaces vont apparaître. Et là, je vais, moi, mettre ça sur Workspace de Dev. Voilà, une fois que c'est bon, je peux revenir sur mon portail ici. Qu'est-ce qu'il me fait? Je peux revenir ici. Si je fais un refresh, normalement, je devrais avoir, voilà, c'est ça, mon nouveau dataset que j'ai créé. Et derrière, je peux lui demander de me créer un nouveau rapport. Et là, vous allez voir une interface qui ressemble à peu près à quelque chose que vous connaissez. Voilà. Et donc, derrière, je ne sais pas moi, je peux mettre, je ne sais pas moi, mes clients et puis pourquoi pas non, je crois que c'est là que j'ai mis les commandes passées par mes clients et tout. Voilà, c'est du Power BI, c'est du classique, quoi.
tout. Et donc, en fait, l'idée ici, ce n'était pas de vous faire une démo de comment il faut travailler avec Synapse, c'est de vous montrer les fonctionnalités qu'il y a dedans et de vous montrer surtout que avec Synapse seulement, je peux avoir la partie ETL, donc les pipelines, je peux avoir la partie stockage, donc soit je suis en serverless ou bien je suis en mode dedicated pool comme une base SQL classique. Et aussi, je vais pouvoir avoir des pools Spark. Moi, j'en fais pas, du coup, je ne les ai pas présentés. Mais là aussi, j'aurais pu manipuler mes données avec du Spark et les stocker dans mon data lake. Et derrière, je peux aussi avoir l'interface Power BI, en fait. Pour une raison que j'ignore, peut-être qu'on peut décider de ne pas donner accès aux développeurs au portail Power BI et donc qui vont faire leur développement ici pour une raison que j'ignore. Mais voilà, en tout cas, la fonctionnalité existe. Après, est-ce qu'il y a des cas où c'est intéressant d'utiliser? Je ne sais pas, mais voilà. Donc, c'est la fin de ma session. Je ne sais pas si vous avez des questions et surtout si on a du temps. 5 minutes. OK, du coup, je peux prendre des questions si vous en avez. Oui. Vous avez parlé de bronze tout à l'heure. Tu peux me tutoyer. Je te tutoie. Tu as parlé de bronze tout à l'heure. C'est par rapport au Delta Lake? Oui, enfin, c'est des noms de répertoire. Dans le domaine, généralement, on va organiser ces données en bronze, silver, gold. Donc, bronze, ce sont mes données brutes que je charge sans transformation. Silver, j'essaie de normaliser et tout. Et puis, gold, ce sont des données peut-être que j'ai pu agréger et tout, qui sont prêtes à être utilisées dans des rapports Power BI, par exemple. C'est un choix que j'ai fait, quoi. J'aurais pu les appeler comme je veux, quoi. Oui. Tout à l'heure, tu as montré que le calcul, s'il pouvait se faire sur l'architecture décimaux parallèle distribuée. Oui. Ça implique qu'il y ait une modélisation particulière, un index avec des clés, des choses. Non, par défaut, c'est indexé dans. OK. C'est par défaut indexé, en fait. Du coup, je n'ai pas besoin de créer des index et tout. C'est par défaut indexé et du coup, ça permet d'aller assez vite dans les calculs et tout. Je n'ai pas moins besoin de créer des index dessus. Par contre, il faut que je distribue mes tables. La distribution, est-ce que, du coup, je décide de répliquer mes tables sur tous les 60 nœuds de calcul? C'est possible, ça, lorsque j'ai des petites tables. Lorsque c'est des grosses tables, je vais hacher les trucs. Alors, c'est des fonctionnalités qui sont dans Synapse, mais ça nécessite quand même une réflexion dans la création de mes tables, en fait. Je vais décider de distribuer ou pas mes tables, en fait. C'est ça, oui, c'est ça. Et du coup, si je reviens là, par exemple, cette table, si je vous fais un create, je l'ai hachée parce que les tables de fait sont généralement énormes. Et donc, le mot de distribution, on va prendre plutôt du hash. Et après, il faut bien choisir sa clé de distribution. Par contre, ici, c'est une table de dimension. C'est censé être ça, en tout cas. Ici, si je fais un create, ici, j'ai pris du replicate. Et donc, ça veut dire que ma table est répliquée sur tous les nœuds de calcul, en fait. Donc, il y a ce travail qu'il faut faire à la base pour optimiser mes requêtes, quoi. Ouais. Alors, je vais vous couper, ce sera la dernière question. Merci à tous ceux qui étaient présents dans la salle. Je vous invite à rejoindre, puisqu'il y a 5 minutes entre les différentes sessions, les autres salles. À ceux qui étaient en ligne et qui nous regardent en direct sur YouTube, un grand merci. J'espère que vous avez pu découvrir de nouvelles choses, que ça a attisé votre curiosité. Un grand merci à vous. Merci à vous d'être venus. Une très bonne journée à vous tous pour ce Power 360. Vous êtes capable de consommer du Kafka? Dans Synapse. Dans Synapse, non.